Alors, bienvenue à tous pour cette 12e webconférence du sommet virtuel du climat, qui est sur le thème Réussir l'inclusion de la transition bas carbone jusqu'au cœur de l'entreprise, de toutes les entreprises. Je suis Suzy Cantraine, donc je suis chargée de communication pour la PCC et aussi pour le sommet virtuel du climat. Et j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour cette webconférence. J'ai avec moi aujourd'hui Franck Vuong et Lanan Vuong, qui se présenteront plus en détail juste après. Et on est ensemble pour 1h30. Alors, avant de commencer, je voudrais juste redire quelques mots sur l'événement. En particulier, c'est vous rappeler la mission de cet événement qui est de permettre aux entreprises et aux collectivités de s'engager, d'agir, d'avancer concrètement sur la voie collective de la neutralité carbone. Et vous avez pu voir, notre programme est très riche. On a une 50aine de webconférences et d'ateliers. On en a encore toute une semaine la semaine prochaine. Donc, n'hésitez pas à aller assister à toutes les interventions qui peuvent vous être utiles et qui vous intéressent. Je voulais aussi vous dire que cet événement est initié et coporté par l'APCC, donc qui est l'Association des professionnels en conseil climat. Cet événement est aussi coporté avec l'ADEME, l'ABC et la Fédération Sinov. Donc c'est grâce à tous ces acteurs-là qu'on a pu monter cet événement. Également, cet événement n'aurait pas pu avoir lieu sans de nombreux soutiens de tous nos parties prenantes. Et donc, pour ça, on tient à remercier personnellement nos sponsors et nos partenaires que vous voyez s'afficher à l'écran, mais aussi toutes les personnes qui nous ont soutenus en fait, depuis la première édition en 2019 jusqu'à cette édition, qui est la deuxième en 2021, et on espère pas la dernière. Enfin, on a eu à cœur de proposer un événement qui est gratuit, qui est accessible à tous, donc vous n'avez pas besoin de payer pour participer. Néanmoins, si vous souhaitez nous soutenir, si vous souhaitez nous aider à contribuer à la pérennité de cet événement, n'hésitez pas à nous faire un don. Donc, à tout hasard, je vous laisse le lien dans le chat. Sait-on jamais, vous pouvez cliquer dessus. Enfin, je vais terminer avec des petits aspects logistiques avant de passer la main à nos intervenants. Quelques points à noter. Vous pouvez poser toutes vos questions tout au long de la conférence dans l'onglet Q et R que vous devez avoir en bas de votre écran, normalement. Voilà, je vous invite à poser vos questions ici parce que c'est là que les intervenants vont venir les piocher pour y répondre. Si vous avez juste des commentaires, des remarques à faire, vous pouvez les faire dans l'onglet discussion. Dans lequel je vois qu'il y a déjà des personnes qui réagissent. Donc, dans cet onglet-là, vous pouvez faire vos remarques et vos commentaires. Et surtout, faites attention, si vous souhaitez que tout le monde voit vos commentaires, il faut bien choisir l'option « Tout le monde » et pas seulement « Hôtes et panélistes », sinon nous serons les seuls à les voir. Sachez aussi que les slides et le replay seront disponibles courant décembre sur le site et vous recevrez aussi un mail à ce moment-là pour vous prévenir quand ça sera dispo. Enfin, pour terminer, donc là, vous êtes une 50aine de personnes, ça va peut-être encore monter un peu. Donc, on ne peut pas garantir que toutes les questions obtiendront une réponse pendant la session, parce que vous êtes plutôt nombreux. Néanmoins, vous aurez la possibilité de contacter nos intervenants après, donc soit par mail ou directement pour ceux qui ont choisi la fonctionnalité sur le site, mais je crois que ce n'est pas le cas pour cette conférence. Donc, vous pourrez envoyer un mail à nos intervenants et vous recevrez voilà, toutes les infos. Il me semble que j'ai tout dit. Je vais passer la main à nos intervenants maintenant. Voilà, je peux arrêter mon partage d'écran et c'est à vous, Franck et Lanan. Et je vais vous repasser le bon lien parce que je me suis trompée dans le chat. Ok, merci beaucoup Suzy et bonjour à toutes et à tous. Donc on va laisser encore quelques minutes le temps que tout le monde arrive et on s'est dit qu'en attendant, on pouvait vous inviter à réagir. Donc vous avez vu qu'il y a une session de chat et une session de questions-réponses à répondre à cette question. Sur quels critères évaluer la réussite d'une entreprise? Voilà, ça va nous donner des billes, ça va vous permettre de vous exprimer, bien que on ne puisse ni vous voir ni vous entendre. Comme ça nous permet d'avoir un petit peu d'interaction avec vous, d'avoir le sentiment de ne pas parler juste entre nous. Donc juste pour vous préciser aussi, Franck et moi sommes dans la même pièce, on est en face précisément pour que ce soit quand même un peu plus simple. Mais voilà, devant deux écrans d'ordinateur quand même, parce que ça reste une webconférence. Donc voilà, je ne sais pas si on attend encore. Je pense qu'on peut se laisser encore 2 minutes
Et si vous commencez déjà à réagir sur le chat, oui, Franck? Ouais. Ça réagit pour dire qu'on t'entend de loin. Ah, d'accord. Alors, ce qui n'est pas une réponse à la question, mais probablement un commentaire à prendre en compte. D'accord, c'est très bien. Et là, est-ce que c'est mieux? Parce qu'on avait fait plusieurs configurations pour ne pas avoir de l'arsène, etc. Alors, effectivement, il y a des gens qui sont très observateurs. Le micro, il est plus près de moi. Et en plus, j'ai une voix qui porte plus. C'est vraiment, du coup, c'est assez cruel, finalement. Et est-ce que, du coup, c'est mieux, là, pour ma voix? Quand je parle ici, je me suis rapprochée. Ouais, c'est mieux. C'est mieux? Merci. Okay. Un peu mieux. Pas ouf, quoi. Okay. Bien, mais c'est pas ouf. D'accord. On va faire de notre mieux. Eh ben, on va faire de notre mieux, ouais. Alors, il y a eu des réponses déjà aussi pour la réussite de l'entreprise. D'accord. C'est très bien quand même. C'est parfait. Alors, la réussite de l'entreprise. OK. Attractivité, marque employeur, modèle économique robuste, création de valeur, au-delà du strict ou du triste aspect business. OK. C'est la seule réponse que je vois pour l'instant. L'image de l'entreprise. Il y a des réponses dans le Q&A aussi. Ah oui, en fait, ouais, ça c'est du coup... Ouais, ok. Bien-être des parties prenantes, capacité à être pérenne, turnover RH, ok, impact positif. Mais j'ai pas tout ça, moi. Ben, moi, je suis dans le chat. Ah d'accord, ok. Ouais, voilà. C'est bien d'être deux pour cette conférence. Okay. Entreprise qui dure avec un faible turnover, baromètre social au beau fixe, performance économique, retour des collaborateurs. Ok, on commence à avoir des termes qui... Enfin, des thèmes qui émergent et qui convergent d'ailleurs. Prise en compte des parties prenantes et de leurs caractéristiques et performances sur différents plans. Ok, super, intéressant. T'en as d'autres? Non, dans les Q&A, c'est bon. Je pense qu'il est QVT. Alors, qu'est-ce que c'est que le QVT avec qualité de vie au travail. Ok. Impact positif. Ok. Faible turnover, relation long terme plus fournisseur. Ok, vous pouvez continuer. Je propose que comme il est 16h10, on commence la présentation. Et on a passé la barre des 60 en plus. Et qu'on a passé la barre des 60. N'hésitez pas à continuer à répondre. On va du coup essayer de regarder et de faire un peu de multitasking à deux et pour essayer de réagir en même temps. N'hésitez pas à poser les questions. Alors pour le coup, si vous posez des questions, mettez-les plutôt dans le Q&A parce que c'est fait pour et qu'on peut plus ou moins les trier. Et on essaiera de répondre à peu près à toutes. Donc, hop, je commence. Alors, cette photo, pour vous dire où on est actuellement, il fait très frais, il fait assez gris aujourd'hui. Voilà, moi j'ai grandi dans la région parisienne et en fait, cette photo, pour vous avouer quelque chose, c'est... ok, pardon, j'avais une petite notif sur mon ordi, que je suis endettée. Bah oui, j'ai la chance d'être propriétaire, donc d'avoir acheté un appartement donc dans la ville où j'ai grandi. Et donc, pour ça, en fait, plus précisément, d'être en train d'accéder à la propriété. Donc, c'est-à-dire que tous les mois, je rembourse à peu près 1 000 € pour une quinzaine ou une vingtaine d'années, je ne sais plus. Et donc, bah, ça a un impact sur ma vie. Ça veut dire qu'il faut que je prévoie ça, et que je sois prévoyante et que je puisse soit en capacité de rembourser cette dette. Sinon, je commence à avoir des ennuis et puis je considère que ça fait partie donc, de la bonne marche de ma vie et de ma bonne santé financière d'être en capacité de rembourser ça. Il se trouve qu'Epsilon aussi, en tant qu'entreprise, a une dette. Et de la même manière, Epsilon, la bonne santé d'Epsilon, l'entreprise de Franck, dont on va vous parler, sa bonne santé dépend de sa capacité à rembourser cette dette. Vous, est-ce que vous avez des dettes? J'imagine que parmi vous, il y en a qui en ont. Personnellement et peut-être professionnellement aussi si vous êtes chef d'entreprise. Mais en fait, la question plus large vers laquelle je veux aller, c'est nous, collectivement, est-ce qu'on a une dette? Donc, on a une dette financière, on l'appelle la dette publique, je crois, mais en fait, c'est un autre type de dette dont je veux parler. Et donc, je vous ai donné un petit aperçu un peu trop tôt, mais le voici. Est-ce que vous savez ce que ce graphe représente?
Alors, c'est là qu'il faut taper super vite sur les claviers. Ouais, et donc là, je vois. Non, il y a des gens qui déjà sont contents parce qu'ils ne sont pas endettés. Et ça, c'est cool. Ouais, ça, c'est super. On est d'accord que Ouais, moi, effectivement, quand on n'est je pas suis endetté, c'est plus endettée cool. et que mon but, c'est de ne plus être endettée, c'est-à-dire de finir de rembourser ma dette et à un moment d'arriver à un état où je ne suis plus endettée, où je n'ai pas besoin de rembourser des dettes. Alors, effectivement, beaucoup de réponses autour du jour du dépassement. Exactement. Et bien, vous êtes fort. Hop. Donc, voilà la capture d'écran en entier. Ça représente en effet le jour du dépassement et c'est l'évolution du jour du dépassement depuis 1970 jusqu'à aujourd'hui. Donc, le jour du dépassement, ça fait référence au fait que la Terre peut régénérer les ressources en un an, enfin, a une capacité à régénérer les ressources en un an qui est X, on va dire, et donc que théoriquement, on peut utiliser tant de ressources par an sans avoir de problème. En fait, en 1970, on a commencé à en utiliser un peu plus que ce qu'elle pouvait régénérer, donc le jour du dépassement est arrivé fin décembre. Et en fait, chaque année, depuis 1970, ce jour du dépassement est arrivé de plus en plus tôt. Et aujourd'hui, il se situe à peu près en août. Pour le jour du dépassement mondial, sachant qu'en France, il arrive encore plus tôt, en mai, si je ne me trompe pas. Ouais. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, ces points rouges-là représentent finalement notre dette écologique et que non seulement on ne rembourse pas notre dette d'une année sur l'autre, mais qu'en plus, elle s'agrandit. Donc, on continue à s'endetter et cette dette s'agrandit. Donc, en fait, si ça se passait au niveau financier, vous imaginez bien les problèmes qu'on aurait, c'est-à-dire être à découvert chaque année, ne jamais rembourser son découvert et être de plus en plus à découvert. On se doute bien qu'à un moment, on arrête de nous prêter de l'argent. Donc là, peut-être que l'ennui, c'est que pour l'instant, la Terre n'arrête pas de ne nous coupe pas l'accès aux ressources. Par contre, il commence déjà à y avoir des désagréments, l'équivalent des huissiers qui arrivent, c'est-à-dire le dérèglement climatique, l'épuisement des ressources, la baisse de fertilité des sols, etc. Donc, en fait, cette dette écologique, finalement, si on la compare à la dette financière, donc c'est une façon de présenter les choses, l'objet d'aujourd'hui, c'est de vous expliquer pourquoi est-ce que le cheminement qu'a fait Epsilon est la conséquence en fait de cette prise de conscience que la dette écologique finalement doit être mise au même niveau, voire au-dessus de la dette financière dans la bonne gestion d'une entreprise pour évaluer sa bonne santé et sa réussite. On peut se demander ensemble quelle est la plus urgente à rembourser. Donc du coup, de se poser cette question, ça fait que l'on commence à penser à les choses différemment. Et finalement, on commence même à voir que les données extra-financières ne sont pas si extra-financières que ça, et qu'elles, de toute façon, se traduisent d'une manière ou d'une autre par des pertes financières. Les assureurs sont très bien placés pour le savoir, mais également les collectivités publiques, les pouvoirs publics et même les entreprises, dont les infrastructures, et les particuliers, dont les maisons sont en risque de détérioration à cause de sécheresse, d'inondations, etc. Donc finalement, le but aujourd'hui, c'est de revoir notre échelle de valeur. Et quand on commence à faire ça, en fait, ça devient un petit peu vertigineux et on commence un peu à perdre nos repères et à se lancer dans quelque chose qui ressemble un peu à de l'inconnu. Donc on a représenté comme un grand saut dans le vide. Et le thème qu'on a envie de développer aujourd'hui, c'est que la conclusion sur laquelle on est arrivé en discutant avec Franck, c'est que avoir cette prise de conscience et commencer à agir pour, ça fait péter toutes les frontières qu'on avait dans notre esprit auparavant. Donc c'est là où l'histoire d'Epsilon va peut-être vous éclairer ou vous aider. C'est un témoignage parmi d'autres qui reflète uniquement l'histoire d'Epsilon, mais l'histoire d'Epsilon inscrite dans ce contexte qui va, on espère, peut-être vous aider à trouver votre cheminant ou raisonner avec le vôtre qui est en cours. Mais on ne s'est pas présenté. Non, on ne s'est pas présenté. Parce qu'en fait, on fait un peu les choses d'une manière asynchrone. Oui, on va peut-être se présenter très, très brièvement pour vous dire pourquoi est-ce qu'on est là et à quel titre on parle. Ouais, c'est ça. Donc, déjà, la première frontière qu'on a fait péter, c'est que Franck et moi, on est cousins et que depuis 3 ans maintenant, on travaille aussi. Donc, on est aussi en contact professionnel. Donc ça, c'est la première chose. Donc je suis la cousine de Franck.
J'ai travaillé 6-7 ans dans l'univers de la start-up parisienne, dans le monde du digital et du data marketing. Et puis, il y a 3 ans, justement, au moment où j'ai commencé à échanger avec Franck, et ben, j'ai commencé à explorer d'autres choses et à creuser notamment la question climatique, puis environnementale, et maintenant la RSE au global, parce que ça nous mène, l'environnement mène assez naturellement vers des questions plus sociales et humaines. J'ai écrit un guide qui s'appelle Sans geste pour réduire son empreinte carbone, qui est un guide pratique qui donne des idées d'action, et un guide pédagogique qui donne les clés pour comprendre pourquoi telle ou telle action a un impact. Je suis animatrice et formatrice de la fresque du climat, notamment, pour donc porter cette connaissance et faire comprendre aux gens ce qu'est le dérèglement climatique. Et puis, je fais du conseil à mon compte et je travaille avec Bootsteps, une plateforme qui vise à faciliter le passage à l'action des entreprises, en particulier des PME qui veulent agir sans savoir forcément par où commencer. Voilà, je te passe la parole, Franck. Merci. Donc moi, je suis Franck, je suis le cousin d'Alain, et c'est effectivement une des barrières qu'on a fait péter, parce que je ne suis pas sûr qu'au niveau de la charte du sommet virtuel pour le climat, c'était tout à fait conforme que des cousins puissent faire une conf ensemble, mais ça nous a bien fait marrer de la proposer, et ça nous a bien fait marrer de la préparer. Moi, j'ai 48 ans, j'habite en fait dans les Alpes-Maritimes, dans un petit village qui s'appelle la Colle-sur-Louche. Je suis monté en train de nuit cette nuit pour Paris, c'est pour ça que je dis qu'il fait froid. J'ai une entreprise qui s'appelle Epsilon, dont on va vous parler, que j'ai créée il y a 12 ans, qui est une entreprise de services numériques, c'est-à-dire qu'on fait de la prestation intellectuelle dans le secteur du logiciel et du numérique auprès de nos clients à Sophia Antipolis, et qu'on fait du développement logiciel. Je suis également papa de 3 grandes filles désormais. Je suis aussi animateur de la fresque du climat et référent dans le 06 pour l'association. Je suis animateur et formateur d'un atelier qui s'appelle 2 tonnes, dont on va un peu vous parler aussi. Il y a un atelier aussi de passage à l'action par rapport à justement à l'enjeu climatique. Et effectivement, si on témoigne aujourd'hui, la combinaison du témoignage de Lanang et de moi-même, c'est que l'introduction que Lanang a faite sur cette notion de dette est vraiment ce qui m'a frappé au bout d'un moment en tant que chef d'entreprise, puisque en tant que chef d'entreprise, on est amené effectivement à tout le temps avoir le regard sur les états financiers, et en particulier à être extrêmement vigilant aux dettes qu'on peut rembourser, à notre capacité en fait à faire face à nos obligations financières. Et à côté de ça, il y avait tous ces signaux que donc le jour du dépassement en est un. Ça fait un moment qu'on entend parler. Tous les ans, on le voit évoluer dans le mauvais sens. On a également cette notion assez concrète de budget carbone qui nous reste en fait pour limiter le réchauffement climatique, qui sont aussi des éléments dont on parle beaucoup dans la presse, dont on parle tout le temps. Et ça m'a frappé en fait en constatant ces signaux-là que face à une dette qu'on était manifestement en incapacité de rembourser, on se contentait de le constater chaque année. Le graphe que Lanang a montré le dit bien, et sans jamais se poser la question, et du coup, sans jamais avoir de conséquences, alors qu'avec la banque, si on faisait ça, effectivement, on serait très, très vite rattrapé. Et la responsabilité de chef d'entreprise m'a un petit peu amené à me poser la question, une forme de devoir d'agir, renforcée par aussi la pression de mes propres filles. Je vous en ai parlé, j'en ai 3. Il y a quand même la deuxième qui m'a demandé il y a quelques années, là, elle a 17 ans aujourd'hui, et ce qui va être il y a 3 ans, elle me dit, mais papa, quand tu avais mon âge, c'est-à-dire quand elle avait 14, c'était pareil, je dirais en termes de perspective de fin du monde, c'était un peu le même sujet pour vous, vous avez l'impression que tout était foutu ou pas? Et ça m'a quand même pas mal interpellé, et puis jusqu'à dire un peu le côté, bon, ben, c'est super ce que vous avez fait, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous nous laissez? Et ce devoir d'agir, hein, il est peut-être un poil cliché, mais en même temps, il m'a vraiment mobilisé. Et je me suis rendu compte que je n'agissais pas à cause d'un certain nombre de préjugés inexacts. Le premier étant de penser que mon activité professionnelle n'avait pas d'impact sur l'environnement.
ce qui était une erreur, hein, mais j'avais la naïveté de le penser. Et puis même quand j'ai pris conscience que ça en avait finalement, c'était de me dire, oui, mais d'une part, je manque de temps, je manque de moyens, et puis qu'in fine, ce n'est pas une priorité business. Et en fait, la bascule, en fait, au bout d'un moment, c'est de se dire, quand on prend le sujet sous l'angle de la dette, c'est est-ce qu'on imaginerait une entreprise dire à sa banque, ouais, en fait, je veux bien rembourser ma dette, mais ce n'est pas une priorité business. Il y a quand même d'autres trucs à faire entre-temps, quoi. On imagine évidemment, ça sonne extrêmement faux quand on le dit, extrêmement impossible. Et pourtant, si on y réfléchit, ça aurait peut-être même plus de sens si on le faisait. C'est-à-dire que la banque dise, ben ouais, ok, développez votre business et puis votre dette, et que le créancier est en capacité de la garder un peu de côté et vous la rembourserez plus tard. Par rapport à la dette écologique, qu'on sera de toute façon en incapacité de rembourser et que nos enfants vont porter comme un fardeau. Donc ce constat-là, voilà, même s'il est, pardon pour le cliché, mais c'est pas parce c'est une réalité et parfois un peu acide à entendre et qu'elle sonne cliché qu'elle n'en est pas moins vraie. Et ce truc-là m'a fait dire, non, et du coup, en tant que moi, j'ai la chance d'être chef d'entreprise, je dois agir. Et alors, comment agir? Une fois que j'étais convaincu d'agir, j'avais passé un premier écueil, mais m'est arrivé le deuxième qui était de se dire, mais comment agir et par où commencer, qui est souvent une des questions qu'on se pose. Et j'étais un peu paumé dans ce process-là. Et en l'occurrence, à l'époque, c'est un coup de fil avec la Lagne il y a 3 ans, où, comme elle l'a décrit, elle a elle-même entamé une transition. On s'était appelé, elle prenait des nouvelles de la famille parce qu'il y a 3 ans, il y avait c'était pas à l'époque, c'était pas la tempête Alex, mais il y avait eu un énième événement cévénol, comme on dit, dans notre région. Il y avait eu quelques inondations. Elle m'avait appelé pour savoir si la famille allait bien. Et je lui disais, je suis en pleine prise de conscience de tout ça et j'aimerais bouger. Et il se trouve que c'était assez résonnant avec sa démarche à elle. Et tout est parti en fait d'une fresque du climat. Elle m'a dit, tu connais la fresque du climat? Je lui ai dit, moi j'aimerais bien agir au sein de mon entreprise, je ne sais pas par où commencer. Et elle m'a dit, tu connais la fresque du climat? C'est un atelier de sensibilisation, je ne sais pas si vous le connaissez, au réchauffement climatique qui se base sur les rapports du GIEC, donc qui a l'avantage de reposer sur une base scientifique qui est désormais fait consensus et est incontestable, et qui explique en fait le phénomène du réchauffement climatique. C'est hyper ludique, c'est hyper pédagogique, tu devrais le faire. Et donc, je lui ai demandé de venir l'animer au sein de l'entreprise. Et tous les salariés de l'entreprise et moi-même, on a assisté à une fresque du climat animée par l'ANAN. Et ça a été une vraie prise de conscience, effectivement, où derrière, sur cette base scientifique, de se dire, ça avait l'avantage de mobiliser toute l'entreprise pour dire, non, mais il faut agir. Et même si ça ne paraît pas être au cœur de notre business, il faut agir. Et derrière, on lui a dit, mais c'est quoi l'étape d'après? Et alors d'après, on vous a parlé aussi de 2 tonnes, parce que c'est comme ça que c'est passé. 2 tonnes, c'est un atelier qui est un peu la suite de la fresque et qui permet de passer à l'action. C'est-à-dire qu'en fait, il nous projette jusqu'en 2050. Et il nous fait prendre des actions individuelles et collectives pour savoir, en tant qu'entreprise, en tant qu'individu ou en tant que collectivité locale, comment on va œuvrer pour réduire. Alors, c'est un jeu, hein, c'est un serious game, mais comment on œuvre et on voit notre empreinte carbone diminuer tout au long du jeu en fonction des actions individuelles, collectives, en se substituant aux entreprises, aux collectivités locales, aux individus, pour faire baisser l'empreinte carbone. Et on a fait cet atelier juste après, un mois après la fresque. Et là, vraiment, on s'est dit, l'atelier, il montre que c'est possible, il montre que c'est difficile, mais il montre que du coup, il faut se dépêcher et on est passé à l'action. Le passage à l'action, concrètement, il s'est matérialisé par la première chose à faire dans ces cas-là, au sein de l'entreprise, qui était de faire un bilan carbone. Ça nous a paru évident, parce qu'on n'avait aucune idée en fait des émissions carbone individuelles ou collectives qu'on pouvait avoir. Donc, on a fait un bilan carbone, on a mis en place un plan d'action. Et il faut savoir, si vous connaissez un petit peu le sujet, qu'un bilan carbone, c'est un sujet qui est un petit peu complexe parce qu'on calcule en fait toutes les émissions carbone, mais ce qu'on appelle les émissions directes, les émissions indirectes, les émissions induites, c'est-à-dire que les émissions qu'on émet soi-même par la combustion d'énergie fossile, mais aussi les émissions indirectes, c'est-à-dire celles qui sont émises par nos usages, et puis des émissions induites, c'est-à-dire que là vraiment on va aller sur des usages qu'on a, on va aller aussi prendre les coûts de production d'un service ou d'un produit, les coûts de fin de vie, qu'on va ajouter en fait comme une empreinte carbone induite de nos usages.
Et donc, on a des périmètres, on appelle un périmètre de calcul qui est variant, qui est difficile à définir. Et quand on se lance dans le fait de faire un bilan carbone, on le fait de façon itérative, en définissant de manière claire un périmètre, et puis déjà en calculant nos émissions. Donc ça, on l'a fait. Et puis, par exemple, on n'avait pas pu calculer les émissions induites de nos services. Nous, on développe des services numériques qui sont derrière récupérés par nos clients et qui les opèrent. Et c'était un petit peu difficile, en fait, sur un premier calcul de bilan carbone, de définir le montant de ces émissions induites. Et on s'est rendu compte, du coup, en le faisant, on dit, bon, ok, c'est pas grave, on fait une première itération et on va déjà réduire ce sur quoi on a la main. Mais on s'est rendu compte que si on voulait faire l'exercice jusqu'au bout, il était important d'inclure nos parties prenantes et en particulier nos clients dans un premier temps, parce qu'il va falloir qu'on aille pouvoir leur poser la question, c'est-à-dire que les services qu'on développe pour vous, comment vous les utilisez, comment vous gérez leur fin de vie, parce qu'après nous on ne les gère plus, pour qu'on puisse connaître nos émissions dites induites. Et en fait, chemin faisant, on s'est dit, s'il faut inclure nos clients, avant de leur poser la question qu'ils viennent avec nous s'asseoir pour calculer le bilan carbone, il faut peut-être qu'on les prenne par la main comme on a fait nous et qu'on les sensibilise parce qu'ils ne vont pas comprendre pourquoi on leur propose ça. Et donc, qu'est-ce qu'on s'est dit? Il faudrait qu'on leur fasse aussi, pour les sensibiliser, on va faire comme on s'est sensibilisé nous, on va les inviter à faire des fresques du climat. Donc, on s'est formé à l'animation. Au sein de l'entreprise, moi je me suis formé, il y a 3 autres personnes au sein de l'entreprise qui sont devenues formateurs et formatrices à l'animation. Et puis on a décidé de faire tous les mois une fresque du climat et on a invité nos parties prenantes pour les sensibiliser. Alors ça a super bien marché, ils sont venus, ils étaient invités, ils ont trouvé ça super. Mais alors derrière, une fois qu'ils avaient fait une fresque et qu'ils étaient sensibilisés comme nous, à chaque fois, ils nous posaient 2 questions. Un, est-ce que vous pouvez du coup venir faire des fresques au sein de mon entreprise pour que tout le monde soit sensibilisé au sein de mon entreprise? 2, et on fait quoi après? C'est-à-dire exactement la question qu'on s'était posée. Et donc, du coup, pour répondre à la première question, qu'est-ce qu'on a dit? Oui, et puis on a du coup été faire des fresques au sein des entreprises de nos clients, et ça a même intégré du coup une offre. C'est quelque chose, c'est un service qui est venu en plus des services qu'on fait d'habitude et dans notre offre. Et puis 2, qu'est-ce que vous faites après? Moi, ce que je peux vous dire, c'est que nous, après, on a fait un atelier d'automne qui nous a bien sensibilisés à comment on passait à l'action, et du coup, on vous conseille de le faire. Et après, on a du coup dupliqué aussi, on s'est formé à 2 tonnes pour pouvoir proposer ça à nos clients. Et en plus de faire un atelier de la fresque une fois par mois, on fait un atelier d'automne aussi une fois par mois, on les invite pour la même façon pour faire l'étape d'après. Et puis de la même façon, ils sont arrivés à 2 tonnes et à la fin de 2 tonnes, ils ont trouvé ça super. Et puis ils ont dit, du coup, est-ce que vous pourriez faire 2 tonnes au sein de nos entreprises aussi? Parce que finalement, maintenant qu'on a fait la fresque, il faudrait que tous les salariés de mon entreprise aussi fassent 2 tonnes. Donc on a dit, oui, comme on était formé à 2 tonnes, on a été faire des 2 tonnes au sein de l'entreprise et on les a facturés. Et puis pareil, ils nous ont dit, et puis maintenant, nous, et si on veut passer à l'action, il faut qu'on fasse des bilans carbone. Donc, est-ce que vous savez faire des bilans carbone? Et puis ça tombe bien parce que comme on l'avait fait pour nous et qu'on s'était formé à l'exercice du bilan carbone par l'intermédiaire en plus d'un partenaire qui s'appelle Axio, dont on reparlera un peu plus tard, on a aussi fait ça. Et en fait, chemin faisant comme ça, juste en tirant sur un fil, en se disant, OK, je change mon logiciel, je pète un peu les frontières du truc, je décide de passer à l'action, j'appelle ma cousine et elle me dit, fais une fresque. On fait ça, 1 an et demi après, on se retrouve à avoir dans notre offre de service 3 nouveaux trucs qu'on n'aurait jamais eu: fresque du climat, atelier de 2 tonnes et bilan carbone. Alors il y a là qui peuvent dire déjà, ça répond à la question quand on dit c'est pas une priorité business, c'est un truc qui nous a permis de développer un nouveau business. Alors après, on pourrait avoir la remarque de dire ouais, d'accord, ça a permis de développer un nouveau business, mais ça n'a rien à voir avec ce que vous faites. Et est-ce que vous êtes légitime pour ça? Et en fait, la question, elle vient des clients eux-mêmes, c'est-à-dire que nous, on n'était même pas partis pour développer ces business-là, c'est que les clients nous ont dit, mais en fait, vous êtes, moi, je veux que vous veniez faire une fresque chez nous, je veux que vous veniez faire un 2 tonnes chez nous, et je veux que vous veniez faire un bilan carbone chez nous, et je veux que ce soit vous, parce qu'en fait, vous êtes hyper légitime. Et donc, quand Lalanne parlait de casser les frontières, s'est rendu compte que sans le vouloir et sans intention, à part celle justement de s'affranchir des freins traditionnels de j'ai pas le temps, c'est pas une priorité, et d'être juste concentré sur le fait qu'on n'a pas le choix parce que on ne peut pas accumuler cette dette qu'on n'est pas en capacité de rembourser, donc il faut qu'on agisse en responsabilité par rapport à ça et trouver la façon de faire. En tirant sur ce fil-là, on s'est retrouvé à avoir
3 nouvelles offres dans notre business, et puis surtout d'avoir sensibilisé un max de monde, d'avoir entamé une transition au sein de notre entreprise et d'avoir fait entamer une transition au sein de notre entreprise. Et on était déjà très contents, mais c'était juste un constat un peu en se retournant, en disant c'est dingue en fait qu'il y ait tout ça. Et puis il y a eu un autre sujet qui était en parallèle, je vous ai dit qu'on était une entreprise de services numériques, c'est-à-dire de dire ok, mais le numérique dans tout ça, parce que là on fait des choses qui structurellement au sein de l'entreprise et au sein de notre écosystème sont vertueuses, mais dans notre cœur de métier, qu'est-ce qui se passe? Et donc là, on a commencé à travailler d'autres sujets. Il existe aussi une fresque du numérique qu'on a faite, qu'on a trouvé bien, mais qu'on n'a pas répliqué le même modèle parce qu'on s'est dit finalement c'est assez proche de la fresque du climat en contenu, c'est un peu plus centré sur le numérique, mais nous qui sommes des professionnels du numérique, on ne peut pas se contenter de ça. Et donc on doit apporter des réponses plus profondes sur c'est quoi le numérique responsable, qu'est-ce que c'est que l'éco-conception, qu'est-ce que c'est que la sobriété numérique, et ce qu'on a commencé à faire, à étudier. On s'est penché sur la question, on a étudié, il est loin d'être terminé parce que c'est un sujet qui est extrêmement complexe. On a édité un certain nombre de préconisations, de bonnes pratiques, on a fait un guide qu'on a partagé avec nos clients et on essaye également d'approfondir ce sujet et de le propager à chaque fois qu'il atteint un seuil de connaissances qui nous semble légitimement partageable, on le partage avec nos clients. Et donc, le truc, c'est que là, sans s'en rendre compte, en 1 an et demi, ce qui s'est passé, c'est qu'on a d'abord essayé d'être, nous, exemplaires, ou en tout cas d'améliorer nos pratiques en testant des choses, en les améliorant. Et tout ce qui marche, à chaque fois qu'un truc marchait, on s'est rendu compte que s'il marche, autant le partager avec notre écosystème, parce qu'autant faire en sorte que un maximum de monde en profite, autant faire en sorte de constituer en fait un groupe d'entreprises ou un groupe d'organisations. Je dis ça parce qu'au-delà des entreprises, le bouche à oreille a fait que les écoles du supérieur nous ont sollicité pour venir intervenir et faire également de la sensibilisation dans les écoles, mais pas que les écoles du supérieur, également les collèges, désormais même les primaires par l'intermédiaire des mairies, les collectivités locales sont venues nous voir, parce qu'en fait, c'est un petit, alors, je trouve que j'habite dans le 06, c'est un petit village, et Sofia, c'est vrai que c'est un petit village, mais c'est vrai, c'est comme tout écosystème professionnel, le bouche à oreille a fait son effet, et en fait, je me suis rendu compte, moi, au bout d'1 an et demi, qu'il y avait Epsilon, que j'avais développé depuis 10 ans, et puis il y avait une espèce d'excroissance organique qui avait poussé, avec plein de super trucs dessus, des super fruits, tout le monde qui avait envie de bosser dessus, qui composait justement toute cette nouvelle activité de l'entreprise, activité interne d'abord pour être plus vertueux, mettre en place un bilan carbone des actions, activité tournée vers l'externe en le propageant à l'extérieur. Et c'était assez vertigineux de se dire, il y a eu tout ça. Et il m'est venu aussi la question à ce moment-là de me dire, mais ok, on a quand même le numérique à côté qui est notre base de business. On a ce sujet-là qui est venu sur notre chemin et qu'on ne doit surtout pas abandonner. Et maintenant, comment on fait pour harmoniser un peu tout ça? Comment on fait pour que l'ensemble fasse une entreprise cohérente, harmonieuse et même, je dirais, du coup, aller encore plus loin dans notre transformation? Parce qu'il était temps un petit peu peut-être de la structurer pour la rendre et de l'harmoniser. Et donc, face à cette question, à un moment, comme ça avait marché la première fois, je me suis dit, je vais rappeler ma cousine, parce qu'entre-temps, en plus, elle avait écrit un bouquin. Donc, je me suis dit, elle doit avoir encore accumulé plein de connaissances sur le sujet à me partager avec moi pour m'aider. Et du coup, je suis retourné vers elle pour un peu connaître, enfin, pour qu'elle puisse un peu nous aider à savoir quel chemin prendre et quels outils on pouvait, quelles méthodes on pouvait avoir pour avoir un peu plus de structuration dans cette transformation. Et je te rends la parole, du coup. Merci. Du coup, j'en ai profité parce que c'était dense et assez riche pour concocter un petit slide à mesure que tu parlais pour récapituler un petit peu le cheminement. Je ne sais pas si tu Toi, tu vois fais des slides en live? Ouais, enfin, j'ai eu du mal à les tu mettre t'autorises tout. Hein. Mais bon, en fait, pour avoir un support pour suivre le cheminement. Donc voilà. Donc l'idée, c'était ça, effectivement, on se rend compte que 3 ans plus tard, il y a beaucoup de frontières qui ont sauté entre le fait
comme dit Franck, d'élargir à pas seulement servir les besoins des clients, mais s'adresser aussi aux collectivités, en fait, de changer le métier aussi finalement. Je pense qu'il y a 5 ans, on t'aurait dit que tu feriez de la sensibilisation et que vous l'intégreriez dans les prestations, parler du changement climatique. Bon, bah voilà, en fait, quand c'est une agence digitale dont le métier, c'est d'accompagner des projets stratégiques digitaux d'entreprise, c'est un peu étonnant. Mais en fait, en avançant et en se disant juste la transition bas carbone, c'est un élément essentiel, euh, ça fait péter tout ça. Et donc, c'est un peu vertigineux. Mais en fait, ce qu'on a envie de vous dire aussi, c'est que finalement, quand on avance, eh ben, on se rend compte qu'il y a pas mal d'outils. Et on a pas mal de chance en France en particulier, mais il y a pas mal d'outils qui sont aussi internationaux. Parce qu'il y a pas mal de choses à partir du moment où on cherche pour s'outiller, pour être guidé et pour avoir des repères, pour avoir de l'inspiration. Donc là, j'en ai mis quelques-uns sur cet établi que vous reconnaissez sûrement. J'ai pas mis d'ailleurs la fresque du climat et d'automne, qui sont des ateliers qui sont peut-être moins tournés vers l'action, mais essentiels justement pour rentrer dans l'action et puis surtout emporter l'adhésion des parties prenantes au sein de l'entreprise. Donc Franck a vraiment raconté comment ces premiers ateliers ont été le début d'une dynamique super forte dans l'entreprise, et puis sensibilisation des parties prenantes ensuite, quoi. Donc là, il y en a qui concernent la RSE, donc on a des référentiels RSE, sectoriels, géographiques, on a des statuts ou des labels comme le statut d'entreprise à mission, la certif B Corp par exemple, sur laquelle Franck pourra revenir un peu. On a des méthodos, donc la méthode bilan carbone, j'imagine que vous en avez tous entendu parler ici si vous assistez à cette conférence. Il y a aussi la méthode d'analyse cycle de vie, donc d'ACV, que vous connaissez peut-être aussi, qui est donc élargit la question à ce qu'il y a aussi au-delà du carbone, et en prenant en compte d'autres indicateurs, et qui est d'ailleurs aussi plus ou moins intégré dans la méthode de bilan carbone sur la prise en compte du périmètre de l'objet ou du service, de la conception jusqu'à la fin. Il y a, alors attendez, qu'est-ce que je vois ici? Il y a le plan de transformation de l'économie française qui est en train de finaliser le Shift Project. Et puis, il y a 2 outils sur lesquels je vais un peu m'attarder pour rentrer un peu dans le détail, qui sont donc le référentiel Net Zéro Initiative et la comptabilité écologique, qui au-delà d'être des outils très opérationnels pour savoir comment faire pour compter, mesurer l'efficacité de ce qu'on fait, changer la façon dont on pilote l'entreprise, changer la façon du coup dont on mesure le succès d'une entreprise, et donc on fait référence, d'où la question qu'on vous a posée au début de la conférence, et qui permettent de prendre du recul aussi et de réfléchir en fait à tous les concepts qui sont très très ancrés dans notre façon de réfléchir et d'évaluer les choses et de se projeter dans l'avenir et de construire une entreprise. Donc, alors, le référentiel Net Zéro Initiative, par exemple, donc il est porté en France par Carbone 4 et tout un consortium d'entreprises et d'organisations autour de ce cabinet de conseil. Et il vise à porter le concept de neutralité carbone et à le traduire pour le monde économique. Donc la neutralité carbone, on en entend beaucoup parler, même les marques dans leur communication utilisent de plus en plus ce concept, bien qu'en fait peu de gens maîtrisent vraiment ce que c'est. Donc cet effort la Net Zero Initiative fait déjà un effort pédagogique pour essayer de bien faire comprendre ce qu'est la neutralité carbone, en insistant sur le fait que c'est un état qui ne peut être atteint qu'au niveau planétaire, ou en tout cas la neutralité carbone qu'on mesure ne peut être qu'atteinte au niveau planétaire. Donc encore une fois, revient cette notion des frontières qui explosent. On ne peut plus dire que voilà, je suis Air France et je vise la neutralité carbone, je vais être neutre en carbone. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est contribuer ou faire sa part pour participer à cet effort collectif mondial pour atteindre la neutralité carbone. Donc ça, c'est un concept important pour bien faire les choses opérationnellement, mais également pour bien communiquer, parce que ce qu'on commence à voir aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'accusations de greenwashing qui notamment visent ces affirmations de neutralité carbone, faites parfois avec... pardon.
en toute bonne foi, peut-être, parce que des gens ne sont pas formés pour comprendre vraiment ce qu'est la neutralité carbone. Et donc, ensuite, au-delà de ça, la Net Zero Initiative donne des outils et un cadre pour essayer de penser comment atteindre cette neutralité carbone, comment faire contribuer à cet état mondial et comment mesurer sa contribution en se basant donc sur 2 piliers principaux. Le premier étant la réduction des émissions mondiales et le deuxième étant l'augmentation des puits de carbone, qui sont donc ces éléments qui sont en mesure d'absorber le carbone déjà émis. Et pour ce qui est de réduire les émissions, la partie principale consiste à, si je puis dire, balayer devant chez soi, donc réduire ses émissions de gaz à effet de serre, donc sur la base d'un bilan carbone et d'un plan, d'une feuille de route climat. Et le deuxième consiste à aider les autres à réduire leurs émissions. Donc ce pilier-là, il est un petit peu plus difficile à appréhender et probablement encore plus difficile à évaluer. C'est la partie un petit peu plus exploratoire de ce référentiel. Mais c'est sur ce pilier, par exemple, que se classeraient les actions de sensibilisation dont Franck vous a parlé. C'est-à-dire qu'une ESN, donc une agence digitale, se fasse de la sensibilisation sur ce qu'est le dérèglement climatique, sur ce que ça veut dire atteindre la neutralité carbone, sur le type d'action nécessaire au niveau individuel et collectif, eh ben, ça n'a peut-être rien à voir avec son métier de base, mais en fait aujourd'hui, on pense que ça a à voir avec tous les métiers, et ça participe notamment à ce pilier B, pour aider les autres à réduire leurs émissions, en commençant par la compréhension du problème. Alors après, le traduire en émissions évitées, on est d'accord, c'est un pas qu'il est assez complexe de franchir, mais c'est déjà... Donc il y a le côté mesure, mais il y a aussi le côté conceptuel, justement, et stratégique, pour revisiter son offre et revoir son ADN. Et le dernier point, qui est donc l'héritier de ce qu'on appelait auparavant la compensation carbone, et qu'on préconise aujourd'hui d'appeler la contribution carbone, pour éviter de penser qu'on peut annuler des émissions par une compensation carbone en finançant des projets qui absorbent le carbone. Donc ça, c'est pour la Net Zero Initiative qui existe, donc qui est documentée, qui est encore en cours de peaufinage et qui est un projet auquel vous pouvez participer. Pour ce qui est... Alors, attendez, comme j'ai affiché Pour ce qui est de la comptabilité écologique, il y a plusieurs référentiels qui existent actuellement. Moi, j'ai choisi de vous parler de la comptabilité CARE TDL, qui est un référentiel qui a été créé par Alexandre Rambaud et une autre personne dont j'ai oublié le nom, je m'en excuse, qui est donc un référentiel de comptabilité triple. Et il a ceci de particulier que plutôt que d'être uniquement un référentiel de comptabilité à triple capital, donc les 3 capitaux étant donc le financier qu'on garde, et on remet aussi l'extra-financier à côté, donc l'environnemental et le social. Donc on retrouve aussi que se soucier de l'environnemental, c'est nécessairement se soucier du social aussi. Mais ce référentiel a pour particularité de ne considérer ces capitaux comme des passifs plutôt que des actifs dans la comptabilité, et donc d'avoir une approche de dépréciation, c'est-à-dire que ce sont des capitaux, l'environnement et l'humain, qui sont intacts et pour lesquels il importe de faire des investissements chaque année pour les préserver. Et donc ça nous prémunit d'une approche qui serait un peu plus financière, qui considérait que l'environnement et le social sont des capitaux et qui nous permettrait peut-être d'avoir une approche où on essaye de valoriser ces capitaux et de les faire fructifier, qui pourrait mener à toutes sortes de dérives que vous pouvez imaginer. Donc là, je vous donne un extrait de la description qui est un petit peu longue. Donc le principe, c'est d'étendre les états financiers classiques pour y incorporer les capitaux humains et naturels et leur appliquer les mêmes instruments de protection que ceux utilisés en comptabilité traditionnelle pour le capital financier. Donc c'est ce dont on parlait au départ. Donc on fait encore une fois exploser les frontières, on ramène l'extra-financier au même niveau que le financier et on le fait figurer à côté des états financiers comptables qui servent d'habitude in fine à piloter une entreprise. Et donc la particularité de ce référentiel-ci, c'est de pouvoir généraliser la notion d'amortissement planifié et donc d'usure systématique à tous les types de capitaux et de concevoir ceci comme des passifs et non des actifs. Donc ça, c'est un extrait d'une étude de cas que vous pouvez trouver sur Internet qui résume les enseignements qui ont été faits à l'issue d'une mission pilote sur une ferme qui a mis en place cette comptabilité triple.
Et ça vous résume les éléments pris en compte dans le capital naturel et le capital social et humain, qui sont d'habitude ce qu'on appelle des externalités, donc des choses qu'on estime être hors du scope de l'entreprise et des choses au fait, il y a aussi un effet, négatif sur les écosystèmes. C'est vrai qu'on a pollué la nappe phréatique, mais bon, ça va dans les rivières et en fait, c'est hors du périmètre de l'entreprise. Non, là, on le rapatrie, y compris les externalités positives, c'est-à-dire, bah oui, faire une ferme sur les standards biologiques, ça permet d'être attractif sur le territoire, ça permet de préserver la qualité des sols, ça permet de faire du lien social, de la pédagogie sur l'alimentation de qualité, etc. Donc, une manière de rapatrier ça, c'est de construire une comptabilité à triple colonne. Donc, je vous donne tout de suite à quoi ça ressemble à la fin. Donc là, vous avez par exemple, donc en haut, les capitaux naturels et en bas, les capitaux humains. Donc, dans les capitaux naturels, ils ont choisi là de faire figurer l'eau, la biodiversité et l'atmosphère. Donc, dans la première colonne en orange, on estime les coûts qui sont nécessaires pour préserver la qualité de ces capitaux. Donc, sur l'eau, cette année-là, c'était 3 278 €. Et ce qui a pu être déboursé, justement, dans les faits, c'est seulement 2 206 €. Donc, on inscrit au bilan qu'il y a une dette écologique au niveau de l'eau de 1 072 €. Donc, on a dégradé finalement l'eau, on n'a pas été en mesure de garder ça. Sur certains autres postes, le solde étant de 0, ça veut dire que le capital est préservé. Donc, sur la lutte biologique et le désherbage manuel, par exemple, sur la 3e ligne. On peut faire la même chose au niveau du capital humain. Donc là, par exemple, on voit que la rémunération décente des exploitants est estimée à 39 079 € et que, en fait, l'exploitation a été en mesure de rémunérer les exploitants seulement à hauteur de 18 122 €, donc ce qui arrive quand même assez souvent. On sait que les agriculteurs sont généralement très mal payés. Ce qui fait qu'en fait, on note cette dette écologique et cette dette humaine et qu'elle figure dans le bilan comptable. Et à l'inverse, des investissements qui ont été faits, du coup, qui dans une comptabilité normale ne figureraient que comme des dépenses, là, peuvent être valorisés comme des choses ayant participé à préserver le capital. Voilà, donc ça, c'était juste un peu de détails sur deux des outils qui existent pour nous guider en fait dans une nouvelle manière de réfléchir à la valeur qui est créée dans une entreprise et le succès d'une entreprise. Il y a aussi la labellisation B Corp, par exemple, qui déjà, de fait, en fait, au-delà d'avoir un label pour pouvoir communiquer au marché qu'on est bien, qu'on fait des efforts, qui est déjà en fait utile par le chemin et puis la grille d'analyse qu'elle fournit. Donc là, notamment les 4 piliers, ça nous donne des repères. Ok, la gouvernance, d'accord, c'est important. Comment se prennent les décisions, comment est-ce qu'on partage le pouvoir au sein de l'entreprise, les travailleurs, les collaborateurs, collaboratrices, la communauté, donc cette notion encore on fait péter les frontières, les parties prenantes et l'environnement. Il y a deux petites questions pour toi là concernant est-ce qu'il y a d'autres entreprises qui ont adopté la ComptaCare à ta connaissance? Alors, je crois, et je ne les connais pas, parce que je me suis concentrée sur cette mission pilote qui a été menée par Ferme d'Avenir, mais ce référentiel, il est porté par la chaire de comptabilité écologique à AgroParisTech, qui est sponsorisée par des entreprises, etc. Donc, probablement, vous pouvez aller voir ça sur le site. Et une autre qui est un peu plus du coup sur la mise en œuvre, c'est comment on calcule le coût des mesures, enfin le coût pour chaque poste de la préservation ou de la restauration du bien commun. Alors, c'est l'enjeu, c'est tout l'enjeu de ce référentiel qui est excusez-moi. C'est tout l'enjeu de ce référentiel, de trouver justement, de mettre en place des méthodos très, très concrètes. Donc moi, je vous en parle, je n'ai pas été formée à la méthodo, je sais qu'elle existe et qu'il y a des formations régulières là-dessus. Donc, je vous communiquerai, si vous voulez, des détails là-dessus. Donc encore une fois, c'est pour ça que je vous dis, donc je ne sais pas où en sont les travaux, mais c'est quand même assez avancé. Donc il y a des outils, je pense, quand on fait la formation. Donc c'est des outils à la fois opérationnels, qui peuvent être encore un peu exploratoires, mais c'est aussi des outils conceptuels pour nous aider à réfléchir. Ouais. Du coup, Franck, je te repasse la parole pour réagir sur les outils notamment. Merci. Alors déjà, je réponds à une petite question, à une question de Perrine. Il y avait des questions concernant ma première intervention sur la mobilisation d'une personne ou pas sur le sujet. Et en l'occurrence, nous, on a plutôt ventilé le sujet sur plusieurs personnes. Vous me demandez pourquoi ne pas me nommer un responsable RSE.
Je pense il n'y a pas eu une réflexion peut-être au préalable. Il n'y a pas une religion en fait. C'est pas qu'on n'a pas voulu nommer un. Voilà, il n'y a pas une religion. C'est pas qu'on n'a pas voulu, c'est que tel que ça s'est présenté, le sujet RSE, il est remonté directement en gestion dans le codir de la boîte en fait. Et les pourcentages de gens dont je parle en fait, c'est des pourcentages de moi, des pourcentages du directeur de projet, enfin du directeur des opérations, de la directrice commerciale et du directeur technique qui constituent en fait le codir de la boîte. Et c'est notre temps en fait. Et je pense que ça répond un petit peu à la question, là, votre hypothèse, c'est que c'est la volonté en fait que ce soit situé au cœur de la stratégie de l'entreprise et impliqué sur tous les secteurs. Et intuitivement, même si on n'a pas érigé en religion, l'idée de faire rentrer une personne externe qui allait s'approprier le sujet RSE alors qu'on devait d'abord, à mon sens, le mettre en place dans un sens qui est complètement cœur pour l'entreprise. Donc c'est pour ça qu'on l'a fait comme ça. Et ensuite, donc, pour revenir et pour rebondir sur cette notion d'outils, de référentiel, c'est vrai que quand on se penche dessus, il y en a beaucoup. Il y en a qui sont complexes, il y en a qui sont naissants, il y en a qui sont plutôt vieux. Il y a des normes ISO, il y a la norme ISO 26000. Il y a des référentiels comme Bicorp pour la RSE. Il y a des choses beaucoup plus récentes comme la comptabilité CARE. Et face à tout ça, en fait, c'est vrai que la question qu'on se pose avant d'agir, c'est comment agir. Nous, chez Epsilon, pour ceux qui nous connaissent un petit peu, parce qu'on a en plus un passé qui est, voilà, qu'on a développé sur d'autres choses autour de l'innovation managériale, où on a un peu déjà fait péter un certain nombre de frontières dans le management au sein de l'entreprise. Mais ça, je vous invite à aller voir peut-être soit notre site, soit la littérature sur le sujet, parce que c'est aussi pour ça qu'on est un petit peu connu. Mais j'en parle pour dire qu'on n'a jamais été très fan de process et on n'a jamais été très fan de cadres qui sont trop contraignants. Et moi, je vois ces outils ou ces référentiels plus comme des grilles d'analyse et des outils d'aide à la transition qui nous permettent en fait d'avoir des champs d'observation, de poser la caméra un peu dans tous les coins de la pièce pour essayer de voir les choses sous des angles différents et pour nous permettre d'avoir une analyse qui est globale. Et après, je pense que c'est hyper important de se réapproprier ces process-là. Moi, je ne suis pas à la recherche d'une certif ou d'une médaille, je suis à la recherche d'une transition qui a du sens pour nous et qui a du sens pour notre écosystème. Et du coup, en fait, là, y compris sur ce sujet-là, depuis 1 an et demi, on fait par étapes. On a d'abord pensé que Bicorp, c'était une bonne approche. On a bien aimé, c'est pour ceux qui connaissent le référentiel Bicorp, on s'est auto-évalué dessus, on a vu qu'on était éligible à la certification. On a fait une demande de certification officielle. Elle a démarré par un certain nombre d'allers-retours, de questions-réponses. Et puis, on devait être audité par un consultant Bicorp qui allait venir des États-Unis pour ça. Et entre-temps, il y a eu un virus. Et puis, le consultant, il n'est jamais arrivé. Et puis, on n'a plus de nouvelles. Et puis, on s'est dit, c'est pas grave, parce que de toute façon, encore une fois, on ne le faisait pas pour l'assertif. Ça nous avait permis d'avoir une observation un petit peu du champ de ce qu'on avait et de le faire mieux. Et en fait, petit à petit, et à force de chercher dans ces différents outils, on s'est fixé sur une chose récemment qui est en fait le principe de la société à mission, qui est un nouveau statut de société qui est sorti avec la loi Pacte et qui permet, alors qui est assez peu contraignant et qui donne un cadre qu'on a trouvé très intéressant. Et c'est pour ça que j'en parle. En fait, c'est le chemin qu'on a pris nous. La société à mission, c'est quoi? C'est on revoit les statuts de la société pour lui définir une mission, une raison d'être et une mission sociale et environnementale. Dans notre cas, pour lui définir une mission, pour définir des objectifs qui vont mesurer l'atteinte de cette mission et un comité de mission qui va en fait à qui on va rendre compte pour la bonne atteinte de ces objectifs-là. Et ce dispositif, en plus des conseils de l'ANAC sur la notion de péter les frontières et d'être vraiment dans quelque chose où justement on va arrêter de regarder l'entreprise comme avant avec uniquement centré sur soi et sur les éléments financiers. On a pris l'opportunité de ça pour ouvrir justement. Et donc, définir une mission, d'abord, nous, la mission qu'on a définie pour le cadre d'Epsilon, c'est de mettre le numérique et l'influence de l'entreprise. Donc, les deux mots sont importants, mettre le numérique et l'influence de l'entreprise au service de la transition écologique, sociale et économique.
Alors, ça peut paraître un peu vague, mais derrière, on y a adossé des objectifs sociaux et environnementaux. On avait déjà des objectifs sociaux qui étaient assez… enfin, des indicateurs sociaux assez bons, mais nous, on regarde énormément la notion d'égalité des genres, la réduction des inégalités, une meilleure répartition des richesses et un meilleur partage de la décision. C'est des indicateurs qu'on a déjà mis en place chez nous, qui sont plutôt bons, mais qu'on a voulu pousser un peu plus loin grâce à cette définition de société à mission, et auxquels on a adossé des objectifs environnementaux, à savoir le bilan carbone, évidemment, de l'entreprise, en premier lieu pour l'instant, et également notre capacité à influer, à sensibiliser notre écosystème. Mais surtout, ce qui s'est passé, c'est que ce qui est intéressant, c'est derrière, c'est le fait de dire il y a un comité de mission qu'on a la liberté de définir, qui n'a pas dans les textes de pouvoir exécutif, mais qui n'a qu'un pouvoir consultatif et qui est assez libre en termes de constitution, à qui l'entreprise rend des comptes sur ces objectifs-là. Et en fait, là-dessus, pour moi, se situe le vrai pivot de la réussite, c'est-à-dire qu'on a décidé de prendre ce sujet extrêmement au sérieux et que ce comité de mission, de le constituer de parties prenantes externes, c'est-à-dire de l'ensemble de notre écosystème et de l'ensemble de nos cercles professionnels ou du cercle organisationnel qu'on adresse, à savoir évidemment des clients, mais aussi des membres, des acteurs des collectivités locales, du monde de l'enseignement, parce qu'on interagit avec toutes ces personnes-là, du secteur associatif également, et on va constituer en fait un comité de mission à qui moi je considère qu'il n'est pas là qu'à titre consultatif, c'est-à-dire qu'on lui rend des comptes véritablement, et on lui rend des comptes sur les objectifs qu'on se fixe et sur les actions qu'on mène. L'objectif derrière ça, il est qu'on ne puisse pas nous-mêmes tomber d'une certaine façon dans une forme de greenwashing ou dans une forme d'accommodement avec la réalité quand ça nous arrange. Je préfère largement qu'en fait on affiche notre ambition et nos objectifs et notre mission, et qu'on ait à les défendre auprès d'un comité de parties prenantes externes et qu'on ne puisse pas se cacher et qu'on puisse accepter lorsqu'on échoue pour pouvoir progresser, et qu'on puisse être obligé en tout cas de faire de notre mieux à chaque fois pour justement être à la hauteur de ces objectifs-là. C'est comme ça qu'on a constitué en fait notre gouvernance. Et puis, les récents échanges avec l'ANAD nous ont là convaincus que pour 2022, on voulait expérimenter, parce qu'on est là justement que dans ça depuis le début, dans du test, de l'expérimentation, et on garde ce qui est bien et on le propage, et puis ce qu'on est convaincu, on ne le garde pas. Mais on veut expérimenter la comptabilité care et l'adapter à notre pilotage, afin qu'en fait, en 2022, on ait complètement fait révolutionner la gouvernance de l'entreprise, c'est-à-dire que ces objectifs business ne sont plus que des objectifs business, mais également des objectifs sociaux et environnementaux, donc sur lesquels on va rendre des comptes à un comité de mission, et puis qu'on va pouvoir mesurer, d'une part, par les indicateurs sociaux et environnementaux qu'on a mis en place de pilotage, mais également par cette triple comptabilité, où on pourra justement évaluer véritablement non pas uniquement sous un état financier, mais sous un état triple comptable, la performance de l'entreprise à la fin de l'année. Et ça, c'est vraiment quelque chose… Voilà, l'utilisation, le message qu'on veut faire passer, c'est ces outils, ils existent, et c'est ce qu'on en fait, je pense, qui est intéressant, et c'est l'intention qu'on met derrière, et nous, on s'en saisit pour justement pour nous pousser en fait toujours plus loin, pour qu'en fait ça soit quelque chose qui nous pousse plus que quelque chose qu'on met à côté. C'est pour ça, encore une fois, qu'on ne dédie pas un poste à ça, même si peut-être qu'on sera amené à le faire parce que ça va devenir trop gros, donc ça sera peut-être amené à le faire, mais ça sera un poste qui de toute façon siégera au CODIR, et ça sera un poste qui sera à la direction, enfin intégrera la direction générale de l'entreprise, parce qu'on est vraiment au cœur, encore une fois, du fonctionnement de l'entreprise. Et ça va jusqu'à… Moi, si je veux qu'on soit challengé par nos clients, par nos parties prenantes externes, je veux que les projets qu'on développe, on puisse être dans le numérique.
on puisse être aussi challengé sur le fait que, en quoi ils contribuent à la transition sociale, écologique et économique, et s'ils n'y contribuent pas, de ne pas les faire. Je veux qu'on puisse avoir, je veux que ça puisse aller jusque-là. Alors, on ne va pas renverser la table et tout faire et tout transformer du jour au lendemain, mais c'est le chemin qu'on prend pour atteindre ça. C'est-à-dire que derrière, profiter des outils qui sont à notre disposition pour nous obliger à être le plus vertueux possible, pour nous obliger à ce que le sens de l'entreprise et que la cohérence de l'entreprise soit complète. Elle n'est évidemment pas aujourd'hui, comme nous tous, en fait, dans nos agissements, hein, si on regarde aussi d'un point de vue personnel par rapport à la transition et par rapport à l'enjeu climatique, tous autant qu'on est, on a des choses à se dire, on fait des choses bien et on sait qu'on n'est pas irréprochable. À l'échelle de l'entreprise, on ne l'est pas non plus, mais en revanche, on met tout ce qu'il faut en place pour s'en rapprocher chaque jour et faire des pas dans le bon sens et être obligé de les faire. Et jusqu'à, encore une fois, la gouvernance de l'entreprise. Et l'autre chose dans laquelle je suis convaincu, c'est que ça finira, en tant qu'entreprise, si on le fait bien et en constituant un bon écosystème, par être valorisé par nos clients. Pourquoi ? Parce que ce qu'on appelle un peu le green premium, c'est-à-dire qu'en fait, on puisse retrouver, nous, dans nos prix par rapport à la concurrence, le fait que ça coûte peut-être plus cher, mais c'est parce qu'aussi on fait tout ça. Et puis, on sera en capacité, non pas de le prétendre, mais juste que de le faire, de le mesurer, de le démontrer. Je suis absolument convaincu que c'est quelque chose qui trouvera écho chez, en tout cas, un écosystème de clients qui sera en capacité de le valoriser. Je veux, pour exemple, on est en train, par exemple, de répondre à un appel d'offres de référencement au sein de l'entreprise où dans le dossier de réponse, il y a un tiers du dossier qui est consacré à la RSE. Alors, évidemment, on est toujours un peu, même en tant que fournisseur, on est toujours un peu suspect. On peut se dire, est-ce que le client n'a pas mis un tiers du dossier par rapport à la RSE juste pour voir si pouvoir cocher la case que c'est qui sélectionne des fournisseurs RSE, mais à quel point ça va peser dans sa décision, je ne sais pas, et à quel point la qualité de la partie RSE va permettre de justifier des prix éventuellement plus hauts, je ne sais pas non plus à ce stade. Mais quand je vois que dans les dossiers de référencement qu'il y a aujourd'hui par rapport à ceux qu'il y avait il y a 3 ans, la part de la RSE augmente, même si c'est du greenwashing et même si c'est juste une histoire de mode, c'est quelque chose qui finira par s'imposer, à mon sens. C'est quelque chose dans lequel, si on est bon, voire très bon, eh ben on aura la légitimité de dire mais tout ce qu'on fait là, voilà, par rapport, je reprends la question de Perrine, si on embauche un directeur ou une directrice RSE, si on met des coûts là-dedans, forcément, ça a un coût forcément qui se répercute sur nos prix. Et puis, je vais même plus loin, c'est-à-dire que s'il y a des clients qui ne valorisent pas ça, il faudra qu'on se pose la question si c'est des clients avec qui ça vaut le coup de travailler. Donc, tout le sens, en fait, de ce qu'on fait va là-dedans, parce que ce que je mets dans mon activité professionnelle, je veux qu'elle ait du sens par rapport à mes valeurs et par rapport à ce qu'on partage au sein de l'entreprise. Et pour qu'elle ait du sens et pour qu'elle soit, je dirais, motivante et positive, je pense que c'est le seul chemin qu'on a. Sinon, on est dans un chemin qui est un chemin de restriction, on est dans un chemin de privation, on est dans un chemin de négociation qui est beaucoup plus difficile. Là, on investit là-dedans, y compris dans une période qui est en plus pas la plus simple, hein, parce que la période Covid, pour tout dire, là, typiquement, si je reprends la question de l'Alain au début, est-ce que vous avez des dettes ? Oui, et beaucoup, parce que le Covid est passé par là, parce qu'on a fait des prêts garantis par l'État, comme beaucoup d'entreprises et de PME ont fait, qu'on va devoir les rembourser, et on se retrouve dans une situation qui, d'un point de vue business, est compliquée. Mais en fait, ça nous a absolument à aucun moment fait vaciller par rapport à la trajectoire, parce que comme le sens de ce qu'on fait est au cœur du business, en fait, au cœur de l'entreprise, il sert en fait l'objet, il sert le business à la fin, et du coup, on est véritablement dans quelque chose qui en plus est motivant. Parce que c'est là que je veux, moi, en tout cas, conclure pour ouvrir, c'est que l'autre chose qui se passe, c'est que cette excroissance là, dont je vous parle dans la partie organique d'Epsilon et qui a fait il y a une espèce il y a des branches qui sont sorties pour faire tout ça, et ben c'est une des parties qui est la plus dont l'ensemble des salariés est le plus fier, dont tout le monde a envie de pouvoir y contribuer.
Et en fait, la meilleure preuve, c'est que, je vous ai dit, on a les indicateurs sociaux depuis longtemps, c'est une des marques de fabrique qui sont plutôt bons. On fait, entre autres, un indice, un baromètre de l'engagement qui repose sur un indicateur qui s'appelle le NPS, que certains peut-être connaissent, qui est un indice en fait, qui va de moins 100 à 100 et qui permet de calculer sur la base de questions-réponses et d'un sondage l'engagement des salariés pour l'entreprise. On a toujours eu des bons scores sur cet indice, à savoir que c'est un indice qui va de moins 100 à 100. Nous, on a toujours réussi à avoir des résultats dans une tranche, on va dire, entre 30 et 50, qui est considéré comme vraiment très positif, parce qu'il est souvent négatif, et dans les boîtes, en tout cas, où les gens se sentent bien, il est positif. Le dernier qu'on a fait, et qui sort vraiment, il a été fait il y a 1 mois et demi, on a eu un score de 90, ce que moi-même, en fait, je pensais quand on l'a fait qu'il serait peut-être pas terrible parce que j'avais l'impression d'avoir été moins présent, parce que j'avais l'impression d'avoir fait moins de trucs. Mais en fait, là où j'ai complètement perdu de vue une chose, c'est que tout le sens qu'on met dans l'entreprise est en train d'emmener tout le monde alors dans une période qui pourtant est Covid, qui est vraiment pas simple en termes d'engagement à gérer. Si vous avez des boîtes ou si vous êtes manager ou vous gérez des équipes, un truc, vous le savez. Eh ben, en fait, on se retrouve avec un score qui n'a jamais été aussi élevé et qui même peut pas l'être plus en fait sur cet indice-là, et qui est une grande fierté, mais qui est surtout en fait une grande récompense par rapport à tout ça, parce que je pense que c'est le fait de donner autant de sens qui permet d'avoir ce score-là et une adhésion de l'équipe, de l'ensemble de l'équipe. Et c'est là aussi qu'on est encore sur le cœur de l'entreprise. C'est-à-dire que c'est toute l'entreprise et donc tous ces salariés qui se mobilisent sur ce projet-là et qui font du coup qu'il existe et qu'il avance très vite. Et ça, c'est vraiment une vertu sociale qui est très forte de la transition, sur laquelle je voulais pouvoir en tout cas un peu conclure en termes un peu d'ouverture. Et tu as aussi un peu des retours d'expérience, enfin en tout cas tu as aussi un témoignage de ce point de vue-là, toi. Oui, sur l'attractivité et l'enthousiasme que peut susciter cela. Avant ça, il y a quelques questions. Alors, pour les prendre dans l'ordre, de grands groupes, il y avait: est-ce que faire des analyses bilan carbone d'entreprise et des plans d'action associés pourrait devenir un des services d'Epsilon? Bravo pour la comptabilité qu'il y a aussi. C'est dans le chat. Attends, vas-y, redis, parce que je lisais pas le bon. Ouais. C'était le mec qui n'est pas du tout concentré. Est-ce que faire des analyses bilan carbone d'entreprise, donc ça, c'est déjà le cas. Oui, c'est déjà plus le cas. Des plans d'action associés. C'est déjà le cas aussi. Donc, c'est déjà le cas. Ouais. Ça fait partie des... Ouais, parce qu'en fait, nous, on est quand même une entreprise de service où la conduite du changement dans la mise en œuvre de nouveaux services numériques au sein de l'entreprise fait partie de notre métier. Et finalement, du coup, la notion d'accompagnement du changement et de plan d'action est quand même des choses que certains de nos salariés et consultants maîtrisent bien. Et ça a été assez facile, en fait, finalement, que certains, du coup, prennent ce sujet-là, se forment sur la méthodologie bilan carbone, se certifient là-dessus et soient capables de mettre en place des plans d'action. Ouais, tout à fait. Ok. Merci. Il y en a une autre de Eddy qui dit la fidélisation de satisfaction client, c'est déjà pas mal, même sans augmentation des prix. C'est déjà bien, c'est aussi une forme de valeur. Oui, certes. Ouais, tout à fait, c'est sûr. C'est sûr. Je veux pas. Après, et le Green Premium, c'est pas une. Je dirais que c'est pas une finalité. Nous, on a une fidélité, une satisfaction de client qui est très forte grâce à justement à tout ça. Hein, quand on les inclut en fait dans notre écosystème d'une façon où ils sont forcément, hein, ils sont très reconnaissants, ils apprennent plein de choses auprès de nous, on partage avec eux, ils partagent avec nous, on a ça. Le Green Premium serait la cerise sur le gâteau, mais auquel je trouve qu'il faut aussi qu'on se la fixe comme objectif, parce que en fait, je me rends compte de l'énergie et du coût que ça a de faire ce qu'on fait, et qui est colossal, et que c'est pas on fait ça un petit peu en plus et c'est facile à obtenir. C'est un travail, c'est colossal en fait, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde qui travaille dessus. Chacun y travaille un peu, et je trouverais ça juste, mais encore une fois, quand c'est pas le cas, c'est pas non plus très grave, hein. C'est pas la première finalité. C'est ni la finalité ni de l'opportunisme, c'est juste qu'on se rend compte que c'est du travail derrière, du temps, et qu'en fait, logiquement, ça pourrait se traduire par ça. Et que c'est aussi
un signe positif que de rencontrer des gens qui, en fait, sont capables de reconnaître ça, quoi. Ok. Ensuite, Agnès qui a posé une question, Agnès Dufour, sur... Alors, je ne me souviens plus à quel moment c'était. Avez-vous recruté pour cela ou allez-vous recruter pour vous aider? Et si oui, quelle formation visez-vous? Agnès, est-ce que vous voulez peut-être... C'est préciser le pour cela. Oui, c'est ça. Il était 5h07 au moment de la question. C'est ça. En attendant, je peux revenir juste sur la compta. Karine, vous parliez de désherbage, la compta était à 0. Ça signifie... Compta à 0, ça veut dire que c'est bon signe, en fait, dans ce référentiel. Parce que le 0, c'est la dépréciation. C'est-à-dire qu'on garde négatif étant que le capital est en train de se déprécier. Positif, c'est qu'on a surinvesti et qu'on a un petit peu de marge pour l'année prochaine même. On a déjà quelques réserves. 0 étant, on a réussi à le préserver dans un bon état. C'est pour l'excroissance. Pour l'excroissance organique, donc toutes ces nouvelles activités. Ah oui. D'accord. Ah est-ce que vous allez recruter? Oui, ça serait bon signe. Oui, ça serait bon signe. Pour l'instant, non, parce qu'on arrive à répondre aux besoins avec l'effectif qu'on est. Parce que en fait, comme dès qu'il y a un sujet là-dessus, tout le monde a envie de le faire. Il y aurait presque un truc frustrant d'aller chercher et que tout le monde trouve la bande passante pour le faire. Mais forcément, si ça se passe comme on veut que ça se passe, il faudra recruter du monde pour aller là-dessus. Et quelle formation? Je pense que plus de... Là, aujourd'hui, il y a beaucoup de formations autour du développement durable, autour de personnes. Donc, c'est difficile. Après, est-ce que c'est plutôt des formations ingénieurs avec une spécialisation sur le sujet? C'est plutôt là-dedans qu'on est, nous, parce qu'à la base, on est une entreprise numérique, donc on est un peu formaté ingénieur, mais je pense que c'est très restrictif et dans la logique de péter les frontières, j'ai pas trop d'idées préconçues finalement de formation. Ça sera beaucoup des personnalités. De toute façon, c'est beaucoup ça qu'on fait quand on recrute, de chercher des personnalités qui partagent nos valeurs, parce que c'est là qu'en fait la valeur va se créer, je pense. Ouais. Et puis les formations, en fait, pour intervenir, Franck comme moi, dans des écoles, des universités, elles sont en train de se métamorphoser, d'intégrer des choses, mais en fait, il y a quand même une grosse lacune au niveau de la formation. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de formation qui correspondent vraiment, comme on dit, comme on a essayé d'expliquer là. Il y a beaucoup de choses qu'on fait qui sont un peu d'ordre exploratoire, un peu de... on teste des choses, quoi. On teste des choses. Il n'y a pas forcément de formation vraiment typique qui rentre dans les cases. Ouais. Après, pour répondre à deux questions, David et Hélène, autour du bilan carbone et des actions à impact, comment on convainc... Alors, pour prolonger ce que dit Langue, c'est vrai que quand on fait un atelier, on en a fait là, on vous a parlé de fresques du climat et d'automne, il se trouve qu'on est tous les deux animateurs, formateurs, qu'on intervient auprès de l'enseignement supérieur et on a fait ça on a fait ça à HEC, on a fait ça à l'ENA, on a fait ça à Centrale, on a fait ça dans des établissements assez prestigieux où on pourrait penser que le niveau d'enseignement sur le sujet, en fait, à chaque fois, on leur a appris plein de trucs parce que la base scientifique de la fresque du climat, même à Centrale, ils ne la connaissaient pas, en fait. Donc, c'est vrai que les formations, je pense qu'ils sont en train de découvrir qu'il y a des choses à aller creuser. Ça, c'est pour venir. Ensuite, du coup, comment convaincre une TPE-PME de l'intérêt de réaliser un bilan carbone pour ce qui est de notre propre expérience? En faisant faire une fresque du climat, ça convainc tout de suite, en fait, parce qu'on se rend compte d'une part de l'enjeu, et puis quand on commence à parler de choses, je vais vous donner des exemples peut-être, alors vous allez... Voilà, moi j'en ai fait une hier, une fresque du climat à la mairie de Nice, où j'ai réalisé, en fait, on parlait au début, j'aurais dit, voilà, depuis, avec la COP26, on n'a pas arrêté de parler d'un monde à plus 1,5 degré, plus 1,7 degré, plus 2, plus 2,4, plus 4,8, etc. Et j'ai posé deux questions. Est-ce que vous savez plus tant de degrés par rapport à quand déjà, de quoi on parle? Et puis, qu'est-ce que ça représente véritablement, cette hausse de température? C'est-à-dire, quel impact elle a véritablement, réellement?
tous les gens qui s'étaient inscrits à cette fresque étaient des gens qui s'étaient inscrits parce qu'ils sont engagés. Il n'y en a aucun qui a su répondre à la question. Et ce n'est pas du tout un reproche, c'est juste de se rendre compte qu'en fait, on manipule. Tout à l'heure, il a parlé de neutralité carbone, c'est dans la bouche de tout le monde, y compris des gouvernements. N'importe qui parle de mon entreprise, mon activité, mon gouvernement, mon machin, vise la neutralité carbone, dit une phrase qui n'a strictement aucun sens compte tenu de la définition de neutralité carbone qui est mondiale. Donc ça déjà, quand on se rend compte qu'en fait, l'immense majorité, par méconnaissance, manipule mal ces notions-là, ben, un bilan carbone, quand on devient sensibilisé, qu'on comprend, ben on comprend qu'on ne sait pas, on comprend du coup qu'on ne sait pas où sont ces émissions et qu'il faut faire un bilan carbone. Et du coup, et c'est hyper révélateur parce que moi, il y a des gens et même des amis qui ont fait les ateliers avec moi. Et quand ils ont fait leur propre bilan carbone, ils ont dit, bah, ils ont, alors qu'ils pensaient être des gens vertueux, et ils le sont, hein, mais pas forcément sur les émissions. Et donc, pour répondre à la question d'Agnès, ça va dépendre vraiment sur les impacts carbone, ça va vraiment dépendre. Mais en général, et c'est vrai dans beaucoup de choses, au moins dans le périmètre des entreprises qu'on connaît, parce que nous, on travaille dans le service, à Sofa, il y a plein d'entreprises de services, etc. C'est plutôt des entreprises dans le numérique, dans la tech, etc. Et ben, alors, je ne sais pas si vous le savez, mais si vous ne savez pas, je vous le dis, pour un Français moyen, le poste le plus important dans un bilan carbone d'un Français moyen, c'est la voiture. Et ben, on retrouve souvent ça en fait dans les entreprises. C'est-à-dire que le déplacement domicile-travail est, quand on fait le compte, le poste le plus… voilà. Et que si l'entreprise met en place des choses pour faire en sorte qu'il n'y ait pas chaque individu qui se développe dans une voiture individuelle thermique pour venir chaque matin, d'abord il y aurait moins de bouchons et voilà. Mais ça c'est des choses, on est dans la voilà et c'est souvent ça. Et en fait, on se retrouve quand on commence à aborder les sujets, avec des choses qui sont parfois presque, ça paraît tellement bête quand on le voit. Sauf qu'en fait, du coup, on peut commencer à adresser ce truc tout bête avant d'adresser des trucs plus compliqués. On est 40 dans l'entreprise. Agnès. Et je défile les… Ouais. Du coup, le point que vient d'évoquer Franck répond partiellement, en tout cas, à votre question, Hélène et Perrine. Donc, auriez-vous des exemples d'actions efficaces et mesurables en entreprise pour diminuer l'impact carbone au-delà de la sensibilisation? Par quoi avez-vous commencé pour réduire votre empreinte? Donc ça, typiquement pour une entreprise de service, en plus qui n'est pas dans une grande métropole avec de bons transports en commun, le trajet domicile-travail va être énorme, c'est une part énorme. Donc promouvoir le covoiturage, promouvoir les transports en commun, le vélo si c'est possible, avec un plan structuré, des incitations financières, des infrastructures, des aménagements dans les locaux, etc. De la sensibilisation, ça c'est déjà un élément important. On peut agir. Vous avez. Qu'est-ce que vous avez nous, alors, j'ai une question de Perrine. Là, par contre, on a commencé. Nous, on était les premiers, exactement. Quand on est super mal chaussés, nous, c'était les trajets, quoi. C'est-à-dire que, voilà, on est 40 et on est 40. Alors, il y a 40 bagnoles qui partent tous les matins et c'est juste. Et en fait, j'ai honte de le dire, quoi, quand je me rends compte maintenant. Donc, on a mis en place des incitations au covoiturage. On a mis en place du télétravail. Alors, en plus, on a mis en place on avait déjà mis en place du télétravail. Le Covid a mis en place un méga télétravail. Et puis, depuis, on l'a réaménagé, etc. On rembourse l'intégralité des coûts de transport en commun. Enfin, voilà, on a mis toute une politique comme ça. Est-ce que une formation type Bac plus 5 pour gérer la complexité, c'est pas obligatoire, mais c'est oui, je vais pas, j'ai plutôt tendance à vouloir donner un petit oui, mais je veux surtout pas être exclusif là-dessus parce que c'est peut-être là-dessus qu'on ira chercher dans un premier temps, mais pas du tout de façon exclusive ni restrictive. Voilà. Et le nouvel objet social, c'est mettre le numérique et l'influence de l'entreprise au service de la transition sociale, écologique et économique.
La formation de type bac+5, oui, pas forcément. Il y a certainement en fait, c'est surtout une capacité à appréhender la systémie des choses. Après, je ne suis pas sûre que ce soit nécessaire d'avoir, enfin, il y a aussi beaucoup de bon sens, hein. Enfin, d'ailleurs, Franck, tu me racontais hier la fresque que tu as fait Ah en oui. école avec des enfants de 8 ou 9 ans, et c'est quand même impressionnant la façon dont ils vont droit à la source du problème, en comparaison avec des adultes qui, en fait, on a tellement d'obstacles et on se met tellement d'obstacles, mais non, mais on ne peut pas parce que les autres ne vont pas le faire, ou non, c'est les entreprises. En fait, les enfants, ils vont direct en se disant, bah, en fait, c'est à cause de la pub qu'on achète trop de choses, on n'a pas besoin de ces choses. Pourquoi est-ce que le train, ça coûte cher alors que c'est le meilleur moyen pour voyager? Enfin, voilà, en fait, ils vont droit aux choses. Nous, on a tendance à faire des petits tours autour parce qu'on a trop de couches de censure, de surmoi, de choses qu'on a apprises, de conservation d'un état des choses dont on a hérité, etc. Mm. C'est vrai que c'était le message là, quand on a préparé cette conférence, c'était vraiment casser les frontières. C'était partir de quelque chose qui, voilà, partir du constat que la Nan partageait au début, c'est il y a une dette financière, est-ce qu'on imagine, il y a une dette écologique, est-ce qu'on imaginerait ne pas avoir à la rembourser, ou en tout cas de la laisser filer une dette financière? Non, pourquoi on laisse filer celle-là? Pour un peu réveiller et en plus parler dans le cadre de l'entreprise, on s'est dit ça allait être une métaphore, enfin c'est plus qu'une métaphore, c'est un fait, mais ça va être un fait qui allait être parlant en fait pour des managers et des chefs d'entreprise, de se dire oui, effectivement, le prisme de lecture, il faut le changer. Et une fois qu'on l'a changé, en revanche, on n'a pas du tout la prétention de dire qu'on connaît une recette. En revanche, on a c'est tout s'autoriser, c'est tout tester, c'est vraiment oublier tout ce qu'on connaît pour essayer de nouvelles choses et, et de montrer qu'en fait, en faisant ça, on atteint des résultats qui sont extrêmement positifs pour l'entreprise, pour soi-même, pour l'ensemble des salariés, pour l'écosystème. C'est quand on met du sens dans tout ça, voilà, et qu'il y a beaucoup d'outils à disposition et des méthodes pour aider, guider, éclairer l'ensemble à chaque étape. Il y a des méthodes, et puis en fait, je pense qu'il y a, c'est de parler aux gens et de partager les vécus, comme on est en train de le faire d'ailleurs avec cette conférence, et on remercie l'équipe du sommet virtuel du climat d'organiser ce type de rencontre. On pense que c'est ça qui est important, quoi, parce que comme on le disait, on y va, c'est une posture qui rend assez humble en fait de se rendre compte de ça. On y va, on explore, on teste, et puis on s'inspire des autres, on s'aide. Et c'est pas mal. Pour répondre à votre question, Perrine, aussi sur comment savoir quels objectifs de réduction réalistes se fixer et la difficulté d'évaluation, c'est un bon point. Il y a plusieurs méthodes qui existent. Pour les grandes entreprises, il y a un projet qui s'appelle Science Based Target. Donc, c'est une méthode très particulière qui permet justement de dire, bon, bah, OK, quelle est la taille de votre entreprise, l'activité, le secteur, l'historique, etc. Du coup, quelle est la contribution et quelle est la contribution possible à la lutte contre le dérèglement climatique, et face à ça, un objectif. Donc un objectif en cohérence avec la science. Après, on n'a pas forcément ni le besoin ni les moyens de faire ça, mais vous pouvez par exemple vous référer soit à la feuille de route nationale en France qui s'appelle la stratégie nationale bas carbone, qui prévoit une trajectoire par secteur. Ou alors sinon, vous pouvez aussi vous référer à un ordre de grandeur que vous pouvez garder en tête pour tout le monde. Il faut en fait que les émissions baissent de 5 à 7% chaque année en continu. C'est-à-dire que cette année, on fait on va dire 7%, moins 7%, et l'année prochaine, on fait de nouveau moins 7%, de nouveau moins 7%, de nouveau moins 7%, et en fait, de façon incrémentale, on arrive à un moment à zéro. Donc vous pouvez, par défaut, sinon fixer cet objectif, si vous n'arrivez pas à faire quelque chose de plus spécifique pour votre entreprise. Après, il y a Perrine qui a une autre question sur confronté à des collaborateurs ne pouvant pas venir en transport parce que le transport multiplie par 3 par rapport à la voiture. Alors moi, je n'ai pas été confronté directement à ce problème. Comment le gérer Comment le gérer? Je pense qu'après, au cas par cas, le tout, c'est de garder du bon sens. Hein. On n'a pas non plus de baguette magique. C'est de voir s'il y a du covoiturage possible. C'est de voir. Après, on ne peut pas résoudre tous les sujets. Et je pense vraiment que et je rebondis sur la phrase d'Hélène au-dessus, on ne peut pas imposer des pratiques aux salariés, ça c'est vrai aussi.
Et donc, moi, je pense que plus on les sensibilise, plus on met en place, on donne les moyens, ou en tout cas des capacités de changement au sein de l'entreprise qu'ils peuvent saisir ou ne pas saisir, et qu'ils soient à titre individuel sensibilisés pour peut-être trouver aussi les réponses par eux-mêmes, ou en tout cas, s'il ne peut pas réduire, s'il ne peut pas ne pas venir en voiture, il y a peut-être sur d'autres choses qu'il peut réduire. Voilà, j'ai dû passer les repas végétariens, j'ai passé des choses. Ça, c'est voilà, le deuxième poste en France, c'est la viande rouge, donc après la voiture. Donc c'est une très bonne idée, par exemple. Mais ça aussi, c'est personnel. Mais quand on est sensibilisé et qu'on fait son propre bilan carbone, j'ai vu quelqu'un qui mettait nos gestes climat dans le lien. Merci beaucoup parce que c'était une très très bonne suggestion pour aller faire le calcul de son propre bilan carbone, au moins pour avoir une idée des ordres de grandeur. À chacun aussi de se mobiliser sur ce qu'il peut faire, s'il y a des choses qu'il ne peut pas faire et ce qu'on peut comprendre. Ouais, mais c'est vrai que c'est un bon sujet et c'est la raison pour laquelle on insiste beaucoup avec Franck sur la sensibilisation, parce que c'est la seule manière de ne pas faire de l'écologie punitive, entre guillemets, c'est-à-dire en fait, que les gens d'eux-mêmes y aillent. Après, effectivement, chacun a des histoires, des vitesses de changement différentes, et même nous, ça peut aller très vite, mais c'est... Donc, oui, l'idée, c'est de sensibiliser. Moi, je n'ai pas vu, pour répondre à Fabien, de différence générationnelle par rapport à ces enjeux, d'autant que je suis pas loin d'être le plus vieux dans l'entreprise. Donc, voilà. Oui. Oui, mais bon, après, ça aurait pu être dans l'autre sens. Non, je pense que des réfractaires, il y en a à tous les âges. Et en tout cas, comment agir avec ceux qui sont plus réfractaires, je crois vraiment, là, vient de dire, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de choses punitives, il y a laisser chacune prendre le temps de faire son chemin. Moi, j'ai vu des personnes, comme je vous ai dit, il y en a qui ont fait la fresque du climat. Par exemple, il y en avait un, il n'était pas ni particulièrement vieux, ni particulièrement jeune, il devait avoir 30 ans, et il n'a pas voulu la faire, et on ne l'a pas obligé. Et ensuite, on en a fait tous les mois. Et pendant 1 an et demi, il n'a pas voulu la faire. Et au bout d'1 an et demi, qu'il voyait tout ça, il l'a faite. Et il nous a dit après que voilà, il commençait à prendre conscience. Et on veut, dans ce cas-là, nous, ne brusquer personne parce qu'en fait, il paraît qu'on est tous le con de quelqu'un, on est aussi tous le boomer de quelqu'un, enfin je sais pas comment le dire, mais de toute façon, il y a toujours personne d'entre nous est irréprochable. Donc commencer à donner des leçons, je pense que c'est pas la bonne approche, encore moins en management. Et donc c'est plutôt de laisser le temps à chacun de basculer, de faire sa mue. Je revois Suzy qui veut peut-être nous dire que l'heure est venue de nous dire au revoir. Effectivement, on arrive à la fin. Après, si vous voulez encore répondre à une question, c'est possible, mais oui, on va bientôt conclure. Je crois qu'on a fait le... C'est bon ? J'ai bien noté que, alors je ne sais plus qui a cité une autre méthode de comptabilité écologique. Et oui, effectivement, j'en ai cité une parmi ce qui existe parce que je la trouve intéressante justement sur ce renversement, de dire en fait, c'est un capital qu'il faut préserver, mais ce n'est pas un capital qu'on peut faire fructifier. Sinon, pour éviter de revenir dans des travers, on va dire, d'accumulation de richesses et d'exploitation du vivant. Donc, je voulais juste noter que j'avais bien pris ça en compte. Mais Franck, tu veux répondre à une autre question? En tout cas, je ne vois pas auquel on n'a pas répondu, ou alors j'ai pas des bons yeux, ce qui est le cas, donc c'est possible. Mais non, je crois pas. Non, mais je pense qu'on va bientôt conclure quand même, parce qu'effectivement, là, il est 17h30. Si on peut conclure, je voudrais juste, ça vous va, peut-être donc enchaîner sur ce que disait Franck tout à l'heure, et notamment ce super score qu'ils ont eu là, qui est quand même donc c'est assez exceptionnel d'avoir un tel score, donc 90 à l'ENPS. Vous pouvez regarder le détail du calcul. Et c'est quelque chose qu'on a évoqué lorsqu'on a préparé cette conférence avec Franck. En fait, on ne sait pas où on va. Et puis, tout ça part d'un constat qui est malgré tout très triste et angoissant. Mais malgré tout, en fait, le fait de se mettre en mouvement et de faire péter toutes ces frontières nous donne un sentiment déjà d'action qui est réconfortant, mais aussi un sentiment assez exaltant de liberté et de créativité, en fait,
et c'est ça aussi, moi personnellement, que j'essaye de faire passer aux partisans de la fresque du climat, c'est de reprendre confiance dans notre pouvoir créatif de façonner ce monde en fait. Et donc, et aussi de pouvoir rigoler et d'être heureux et de prendre du plaisir en fait dans une manière de réinventer qui nous est imposée, enfin qu'on voit comme une nécessité, dont on ne connaît pas l'issue, parce qu'on ne sait pas, voilà, mais qui est exaltante et dans laquelle on trouve beaucoup de satisfaction. Autant que ça reste fun et qu'on rigole. Bah ouais. Et d'ailleurs, c'était dur de. Alors, merci d'avoir bien interagi dans les questions-réponses et le chat, parce que c'est très dur pour nous de ne pas pouvoir vous voir ni de pouvoir vous entendre. C'est très frustrant, mais au moins on sent que par vos messages, il y avait de l'écoute et et des réactions, et c'est super cool. Donc nous, en tout cas, on a passé un très bon moment. On n'a pas eu l'impression d'être dans notre grotte, dans le froid, dans le petit bureau là. Et donc c'était très chouette. Oui, merci beaucoup Franck et Lanane pour cette présentation qui, je pense, était vraiment inspirante, oui, pour beaucoup de nos participants.